Et donc cela, cette stratégie, on l'a déjà compris. Nous ne voulons pas nous retrouver au même niveau d'insécurité que le Burkina, le Mali et le Niger. Tous ces pays où ils ont fait le coup d'État aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent à faire le bilan même des putsch? Non, ils n'arrivent pas à le faire. Parce que si dans la Côte d'Ivoire que je touche du bois, les Franklin Nyamsi viendront se pavader ici, prendre l'argent en liquide, les Soloba de Cancan, tous ces valipiers-là vont voyager entre Abidjan et Paris. Donc, ils vont jouir de ces privilèges. Raison pour laquelle ils sont basés sur la Côte d'Ivoire. Sinon, le fait qu'ils disent qu'ils avaient infiltré le palais, ça faisait partie de leur stratégie de renversement du président depuis belle lurette. Et c'est vrai, selon ce qu'il a dit dans l'audio, mais heureusement que l'État de Côte d'Ivoire a pu anticiper à temps pour éviter que le coup puisse se mettre en marche. C'est quoi ça là? Donc, voilà un peu ma motion sur la stratégie qui est préparée d'abord par ces panafricains-là. Ils ont forcément besoin du port du Bénin et celle de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois les sorties de IB, toujours, il accuse la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et voilà pourquoi, quand ils ont échoué pendant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il fallait se rabattre maintenant sur le Bénin. Et dans la tentative de coup d'État du Bénin, selon les investigations qui sont menées, selon les enquêtes, le colonel ou le capitaine Tigré serait réfugié au Togo, donc pour faire diversion, pour ne pas accuser le Togo, le Burkina d'être derrière la tentative de coup d'État. Donc il faut faire cette diversion de mensonges pour distraire les gens. Donc voilà un peu ma motion, tu peux continuer, merci. Oui, effectivement, là, tu as tout à fait raison, parce que ce sont des gens qui ont compris que la Côte d'Ivoire offre vraiment, parce que déjà, ils ont déjà réussi à trouver les pions pour mettre sur ces pays sahéliens-là, qui sont tout à fait d'affaires avec eux, parce que si on voit même la façon dont le retournement de veste de ces deux putschistes, Hachimi et Ibrahim, allait arriver au pouvoir, il n'y avait aucun froid avec la Côte d'Ivoire. Ibrahim même a demandé de l'aide à la Côte d'Ivoire qui lui avait été octroyée. Mais soudain, brusquement, comme dans ton speech même, François Nyamsi a dit qu'ils ont réussi, heureusement qu'eux, ils ont réussi à faire croire aux gens là que le président Alassane Ouattara voulait les faucher. Donc, ils ont réussi à les faire croire au fait que le président Alassane Ouattara est tellement légaliste que tant qu'il sera au pouvoir en Côte d'Ivoire, leur pouvoir serait menacé. Et après avoir leur fait miroiter le goût et les privilèges du pouvoir pour changer leur esprit, ils ont oublié toute question de transition, tout ça. Ils ont maintenant décidé de se battre maintenant uniquement pour la conservation de leur pouvoir. Toute cette manipulation, pourquoi il a peur pourquoi malgré tout ce que Assimi a dit sur les IB, Franklin Nyamsi a dit sur IB Assimi dans le passé, et qu'il continue, quand il a retourné sa veste pour réussir à se mettre ensemble, il le redoute aujourd'hui. Parce qu'ils savent la manipulation, la manipulation de narratif de ce Franklin Nyamsi, qui est incalculable. Tu as vu tout à l'heure ce qu'il disait pour devenir français, ce qu'il disait pour amadouer les Français, tout ce qu'il disait dans l'interview. Donc c'est quelqu'un qui est foncièrement nocif en matière de communication. Donc Ubé a compris que c'est ceux-là leur communication, c'est ceux-là qui lui ont mis au pouvoir avec Wagner, à travers les Nathalie, tout ça, à travers le, comment ça s'appelle, voilà. Voilà, il n'est qu'un pion qui a été manipulé, qui a été contacté, qui a été installé là par ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'IB fasse? IB va faire toujours leur combat pour les... Et au début, même, c'était pas, IB n'était pas leur choix, hein. Au début, c'était Zougrana. Oui, c'est Zougrana. Ouais, c'est Zougrana qui était leur choix. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'ils ont IB dans leur camp, ils continuent à demander à IB de mettre Zougrana dehors, mais IB n'est pas fou. IB sait que s'il met Zougrana dehors, la même manipulation qu'ils ont fait lui-même pour le faire monter contre Damiba, ces mêmes manipulations-là qu'ils vont faire pour faire monter Damiba pour lui renverser à son tour, parce qu'ils savent que eux, leur objectif, c'est la Côte d'Ivoire et c'est rien d'autre. Et ils étaient informés, hein, du coup de IB. Et il y a une vidéo de Franklin Nyamsi, avant le renversement de IB, à 2 semaines, a fait une vidéo où il a commencé à salir Damiba, et c'était fait à dessein. Pourquoi? Parce que Damiba a servi ou a coopéré avec l'État d'Ivoire dans l'arrestation du colonel Ablaye Fofana.
sais pas s'il était colonel ou bien capitaine là, à Blaise Fofana. C'est au temps de Damiba qu'il a été arrêté, puisqu'il est passé par le Burkina, de la Belgique, il est passé par le Burkina, puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, Damiba a donné les informations qui a servi l'arrestation de Ablaye Fofana, sans oublier le voyage de Damiba en Côte d'Ivoire. Voilà comment ils ont mis Damiba à dos. Parce que Damiba ne rentrait pas dans leur ligne de mire. Est-ce que tu comprends? Donc, alors que eux, leur stratégie, c'est d'isoler le président Ouattara dans la sous-région. Voilà. Effectivement. Donc, pour Damiba, c'était déjà prêt, c'était cuit. Et d'après certaines informations, pendant que le Moro Namba était en médiation entre Damiba et puis le Ibrahim Traoré, pendant les couvre-feux et autres, le Mali faisait rentrer des soldats au Burkina Faso pour apporter soutien à IB. Donc voilà maintenant comment le buzz va prendre, la manipulation. Ils ont fait croire que Damiba s'était réfugié dans le camp français à Cambouanzin ou quoi. Voilà comment les Burkinabés se sont fâchés. Comment un problème burkinabé, la France peut se mêler dedans. Et donc, la population a adhéré à leur manifestation. Ils ont même saccagé, brûlé l'ambassade de France au Burkina Faso. Et c'est la même chose qu'ils voulaient faire au Togo, au Bénin. Quand tu regardes les stratégies, quand ils ont échoué l'arrestation de M. Patrice Talon, ils sont allés au RTB quand ils ont occupé la télé et qu'il y a eu la riposte. Ils ont fui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la France est en train de se mêler dans un problème béninois. Et ils ont demandé à la population, voilà, ils ont demandé à la population de sortir pour soutenir les putschistes. Et c'est dans ça, M. Patrice Talon a compris qu'il a contacté maintenant Tinubu et ils ont expliqué, ils ont échangé avec le président Ouattara et l'intervention est venue rapidement. D'après certaines sources d'information, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont été arrêtés. Certains même ont été déjà dedans. Parce que quand tu regardes, Ibrahim Maïga, qui n'est pas au Bénin, avait les informations en temps et en heure. Est-ce que tu comprends? Il a même fait, pour ton information, il était même en direct où il disait, laissez-moi, j'attends des coups de fil, on m'appelle de toutes parts. C'est comme si il était l'organisateur même. C'est lui qui menait l'orchestre même de effectivement, tu as tout compris. Et c'est pourquoi Kémy, merci. Et c'est pourquoi Kémy Séba a dit avec certitude que le coup de tête était consommé. Est-ce que tu comprends? Donc la manipulation n'est pas passée, le peuple n'est pas sorti. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire croire qu'il y a un autre colonel encore qui tient là-bas. C'est la France qui est en train de se mêler de nos problèmes. Donc la population a compris, ils ne sont pas sortis même. Et Dieu merci, la CEDEAO, via le Nigeria, ont su faire l'intervention au plus possible. Donc maintenant, les enquêtes sont lancées maintenant. Qui sont les commanditaires du coup? Pourquoi certains soldats qui ont tenté de renverser Patrice Talon, certains ont trouvé refuge au Togo, certains ont trouvé refuge au Burkina, et beaucoup de militaires de l'AES sont arrêtés. Donc, il faut noyer le poisson, parce que les enquêtes, là, ils vont donner le résultat. Il aura un communiqué. Donc, quand ils seront impliqués dans cette tentative, dont eux-mêmes, ils avaient estimé que c'est le président Ouattara et puis Patrice Talon qui voulait les renverser, alors que c'est le contraire, ils sont mouillés jusqu'au cou. Donc voilà tout ça. C'est pour cette raison-là, c'est pour cette raison-là que Franklin Nyamsi maintenant est en train de préparer maintenant la conscience collective des panafricains à une Niaga régionale. Merci beaucoup. Et voilà, si la CEDEAO doit venir se battre, parce qu'ils savent que les pions ont été scellés, donc ils pensent maintenant que pour faire peur maintenant, ils veulent remobiliser, faire une sorte de remobilisation, parce qu'ils commencent à avoir peur pour dire, bon, si vraiment les gens qui ont été arrêtés accouchent de tout ce qu'ils savent et que les choses vont se préciser sur eux, ils ont peur de la riposte de la CEDEAO. Donc Franklin Nyamsi commence déjà à faire la course en tête pour essayer de former maintenant la mentalité de ces gens-là. Ouais, je dis c'est quelqu'un qui est foncièrement toxique. Et dangereux. Ils sont dangereux. Même si même s'il doit y avoir une intervention même de la CEDEAO dans ces trois pays-là, admettons que la force d'intervention veut rétablir l'ordre constitutionnel comme Poutine l'a demandé, toi tu penses que
l'AES a suffisamment de militaires pour faire face à cette intervention de la force d'intervention de la CEDEAO. Déjà, même nous, pour les élections et pour la CAN, on a réussi à mobiliser 45 000 soldats pour la sécurisation des élections. Tu penses que ces deux pays de l'AES, vu leur budget, leur budget de fonctionnement d'État, peuvent mobiliser près de 40 000 soldats pour faire face à l'intervention de la force d'entente de la CEDEAO si jamais on doit rétablir l'ordre constitutionnel. Ils n'ont pas ces moyens. Ils n'ont même pas ces moyens. C'est moi, je te le dis. Ils n'ont pas ces moyens. Déjà même, il faut regarder l'effectif de l'armée burkinabé. Je te dis, le budget qui est consacré à l'armée ivoirienne, c'est le budget de fonctionnement d'État burkinabé. Et de Mali et de choses, comment on appelle, du Niger. Le budget que nous on consacre pour l'armée dépasse même eux leur budget de fonctionnement. Ces trois pays-là. Est-ce que tu comprends? Donc, nos budgets de fonctionnement même fait pour les trois pays et à monnaie. Donc, admettons que les forces d'entente ou les forces d'intervention de la CEDEAO veulent établir l'ordre constitutionnel dans les trois pays, ça serait en moins de 48 heures. En moins de 48 heures. Ben, ils n'ont pas une effectif qui est mise en place pour faire face à cela. Puisque eux-mêmes l'avaient dit dans le temps, si tu te rappelles, qu'ils vont mettre une force d'intervention rapide pour eux-mêmes les trois pays et que ces trois forces allaient les aider à combattre l'insécurité ou au cas où l'ordre constitutionnel doit être établi dans ces pays. Mais est-ce qu'ils ont pu mettre ces forces-là jusqu'en marche, jusqu'à ce que Bilan Diarra donne ultimatum au Mali, jusqu'à ce qu'il y ait des coupures d'électricité au Mali, jusqu'à ce que les citernes soient attaquées? Est-ce que tu as vu IB apporter des soldats pour soutenir Assimi Goïta? Lui-même n'en a pas suffisamment. Il n'a pas d'effectifs. Donc, en réalité, il faut que du populisme pour tromper les gens et mentir aux gens. Parce qu'ils ont échoué. Côté sécurité, là, ça, ils ont échoué. Ils sont conscients. Aucun parmi eux n'est capable de faire un bilan. Aucun. Saïd, je te dis quelque chose aujourd'hui. Tu sais ce qu'ils préparaient contre la Côte d'Ivoire? Je touche du bois. S'ils avaient réussi à empêcher les élections et qu'ils avaient pu renverser le régime ivoirien, ces trois-là allaient revenir dans la CEDEAO et ils allaient trouver pour alibi que c'est Alassane Ouattara qui leur faisait obstacle. Puisqu'ils ont réussi à l'enlever, alors que sortir de la CEDEAO ne les arrange pas. C'est ça qui était la stratégie. Donc il fallait coûte que coûte empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Il fallait coûte que coûte renverser Alassane Ouattara. Et maintenant, on passait par Faure Gnassingbé et Yadema pour rejoindre la CEDEAO et faire croire que c'est Ouattara qui était le problème. C'est à cause du président Ouattara que eux ils se sont retirés de la CEDEAO parce que c'était l'ennemi de ces pays, comme le fait croire Franklin Nyamsi. Et c'est ce coup qui a échoué. Donc il faut trouver des alibis parce que quand ça va être effectif leur sortie de la CEDEAO, mais ces trois pays ça ne va pas les arranger. Ça ne va pas les arranger. Ils le savent. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Donc tous ces propagandistes sont bien payés, raconter des bêtises. IB ne prend pas crédit, ils travaillent avec fonds propres et des idiots avalent ça dans les ronds-points alors que c'est faux. Tout ça, ça fait partie de la stratégie des propagandistes. Donc voilà un peu les stratégies. Donc moi je les comprends. Acheter quelques pelleteuses à l'échelle étatique, acheter quelques pelleteuses et mettre quelques pavés. Franchement, c'est avec ça qu'ils vont croire qu'ils vont faire croire que UB travaille, mais le premier travail que UB a promis au Burkinabé, c'est la sécurité. Oui, à moins de 6 mois. UB n'est pas un maçon pour aller mettre des trottoirs. UB n'est pas une entreprise de chantier. IB, c'est un militaire qui a promis la sécurité aux gens et c'est ce qu'on attend de IB qui donne la sécurité, qui vient ramasser ces 400 000 ou bien 800 000 Burkinabés qui sont venus s'entasser au nord de la Côte d'Ivoire pour les relocaliser dans leur zone naturelle où j'étais avant toute cette sécurité. C'est ce qu'on demande à IB, c'est pas d'aller faire des trucs, des inauguration des usines de tomates et des pavés qu'on lui demande. C'est pas pour ça qu'il a fait le coup d'État.
Donc en tout cas, là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je sais que c'était pour dire ça aussi, que voilà, ce gars-là, c'est un gros menteur. Il n'y a qu'à faire la remontada de ces vidéos. Tout le monde peut le faire aujourd'hui. Tu tapes Franklin Nyamsi sur n'importe quelle plateforme. Tu le trouves et toutes ces contradictions. C'est un gros menteur qui a pleuré ici pour avoir sa nationalité. Tu devais même commencer même par ça dans ton speech. Là où il pleurait avec les avocats. Là où il faisait des mais il dit qu'il est socialiste français. Là où il faisait organiser des manifestations. On allait réclamer sa carte d'identité française pour ne pas qu'on allait le dire. Voilà, il met ça dans le speech. Mais bon, c'est mieux comme ça. J'ai déjà assez démontré. D'accord. Je laisse la parole aux autres. Oui, on va écouter Chérif d'abord. Chérif était monté après toi. Chérif, bonsoir. Bonsoir, Chérif, tu es là? Chérif, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro. Le porte-parole de Fogas. Bonsoir, Chérif, comment tu vas? Ah, bonsoir, Doyen. Ouais. Comment tu vas? Bien, et toi? Ah, alhamdoulilah, on se prépare, non? Dieu merci. Bon, moi je n'ai rien à te dire, hein, et voilà, ça me fait plaisir que tu me prends sur panel-là, donc je suis venu prendre un coup politique. Voilà, donc, moi je n'ai rien à dire. Ok, merci beaucoup, Chérif. On a le frère qui est à côté de Chérif. Oui, tu peux prendre la parole. Ici, c'est Issé Bonheur. Bonsoir. Le frère Issé Bonheur, tu es là? Il a dit qu'il veut intervenir, donc on va l'écouter. Issé, bonsoir, comment tu vas? Comment tu vas, le frère Issé Bonheur? Oui, ça va bien. Et chez vous? Oui, ça va, merci. On vous écoute. J'aimerais intervenir un peu sur la question. Oui, allez-y. De l'actualité actuellement. Allez-y. Je me pose souvent, est-ce que les peuples de ces différents pays demandent un bilan à ces personnes? Parce que moi, je me dis que lorsqu'on renverse un régime avec pour vocation d'établir l'ordre et qu'après 5 ans, on n'arrive pas à atteindre l'objectif fixé, on doit pouvoir quand même avoir la sagesse. Dieu, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du mal à ces pays. Si on décide de renverser quelqu'un, soit disant qu'il n'arrive pas à faire face aux défis sécuritaires et qu'on s'estime être militaire, être en mesure de le faire, on ne doit pas attendre 5 ans, 10 ans avant de le faire. Effectivement. Et ce que je déplore, c'est que nous, en tant qu'Ivoiriens, c'est nous qui payons les pots cassés en fait. Parce que lorsque la population est dormie, elle ne fait que venir chez nous pour s'installer. Et cela ne fait que augmenter nos charges. Oui. Donc, je pense même qu'à un moment donné, il va falloir que l'État essaie de revoir sa politique d'immigration. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça aussi. Lorsqu'on sait qu'on n'est pas dans Oui, ça c'est vrai. Ce que vous dites que au niveau de la sécurité au Burkina, ils n'arrivent pas à établir l'ordre constitutionnel, mieux, ils n'arrivent pas aussi à contrer la montée en puissance des djihadistes. Et encore, nous, on devient un poids en voulant accueillir tous ces réfugiés venant de ces pays-là. Oui, comme le dit le président Hassan Ouattara, il ne regarde pas ces putschistes. Pourquoi? Parce que ces putschistes n'ont pas l'intention d'aller établir l'ordre constitutionnel. Si c'est ce que vous attendez, c'est faux. Mais pour l'heure, le combat qu'ils mènent, pour bien évidemment, d'après eux, contrer la montée des djihadistes, pour l'heure, c'est ce que nous regardons. Est-ce que vous comprenez? Parce que ceux qui sont en face là, si jamais on essaie d'établir l'ordre constitutionnel et que on n'arrive pas à le faire comme on le veut, alors il va y avoir une percée de ces djihadistes. Une fois que les djihadistes ont plus de percées, qu'ils arrivent à enlever ceux-là, il faut se dire que c'est nous qui serons en face, c'est nous, on serait les premiers à être en face du danger. Est-ce que, même si oui, nos armées sont prêts à combattre ces terreaux, mais il faut beaucoup de moyens. Donc, vu tout cela, nous, si on peut, nos gouvernements, c'est ce que le président Ouattara réfléchit, si on peut les apporter encore plus d'aide, en fait qu'ils luttent
contre l'insécurité dans leur pays, ça sera encore mieux que nous-mêmes, on mobilise des moyens ou des fonds pour faire face à ces terroristes lorsqu'ils seront en nos frontières. C'est comme ça, beaucoup de chefs d'État regardent la chose aujourd'hui. Sinon, c'est pas de guetter, de les laisser continuer sans qu'il y ait des résultats. Et dites-vous qu'ils ont tellement endormi ces populations égarées en leur faisant croire que oui, ils sont dans le vrai combat. Donc eux ne peuvent pas comprendre. Pour eux, ils ne peuvent pas comprendre. Ils le savent qu'il y a des difficultés aujourd'hui, mais on a des preneurs d'otages en face parce que ces militaires, ils ont le même rôle que les djihadistes. Voilà, aujourd'hui, tu parles au Burkina, mine de rien, on peut t'enlever. Au Burkina, tu parles, tu peux te retrouver en prison. Au Burkina, tu parles aujourd'hui, tu disparais. On ne sait même pas où tu es rentré. Donc, pour moi, le peuple est pris en otage. C'est à nous d'aider ces gens-là afin que l'ordre constitutionnel puisse revenir. Sinon, sans ça, il serait difficile de faire partie de ces putschistes. Ça serait très difficile. Et pour vous confirmer, ils ne sont pas venus pour lutter contre l'insécurité, frère. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter pour t'amener un peu à comprendre. Sinon, ils le savent, ils n'ont pas de bilan, ils ne vont rien faire du tout. Ils vont rester là en train de tourner tout le monde à Ouri, faire croire qu'ils sont là pour l'insécurité alors que c'est archi faux. J'ai une motion. Oui, vas-y. Il faut dire au fait que tant que les terroristes n'ont pas atteint leur objectif qu'ils se sont fixés là, ces pays-là, ils ne vont jamais les laisser revenir à la raison. Ils vont toujours les manipuler pour leur... Parce que ceux-là, aujourd'hui, c'est comme ceux-là, ils ont réussi à mettre tous ces pays-là dans ces problèmes juste pour atteindre la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est deux problèmes qu'ils ont essayé de mélanger ensemble, qui n'ont rien à voir ensemble. Les problèmes de sécurité de ce peuple-là, ils ont réussi maintenant à enrimer les problèmes de conquête du pouvoir des terroristes à ce problème, en allant faire croire à IB que tant que le président Ado serait au pouvoir, son pouvoir est menacé. Après avoir lui fait prendre goût au pouvoir, IB qui disait qu'il lui voulait 6 mois seulement pour tout organiser et redonner le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, qui se donne 5 ans et qui interdit même les activités politiques. Assimi Goïta, qui ne voulait même pas diriger la transition, la première transition. C'était Bandao qui était dessus. Donc quand ils ont réussi, après l'échec de l'embargo, qui a donné la porte d'entrée du Sahel à Soro Guillaume et à ses acolytes, pour aller s'enrhumer à ces pouvoirs-là, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et ceux-là, ils ne sont pas prêts aujourd'hui, ayant déjà pris goût au pouvoir. Ils s'en fichent du résultat. Au contraire, même les djihadistes, c'est là, ils font des commerces. Ah oui. Chaque jour, ils font des immigrations à Bamako, dans les capitales là-bas. Oui, ils ont même dit pour laisser quelques systèmes passer, l'État a payé de l'argent. Hein, pour laisser quelques systèmes circuler. Leur chef emblématique, Poutine même leur a dit de constituer un État de droit. Mais est-ce qu'ils l'ont écouté? Ils l'ont pas écouté, mais tant qu'à faire, tant que lui a ses mines d'or, ses mines de cobalt et ses mines de bauxite, que lui sort, il récolte pour aller enrichir ses usines, pour faire tourner ses usines d'armement, lui aussi il s'en fout. Il va dire ça oralement comme ça devant tout le monde pour dire ah, moi-même Poutine, je ne suis pas d'accord avec eux. Hein. Mais en bas, lui il sait ce que ça lui rapporte de minerais. Et c'est tout ce qui importe. Hein. Lui il leur donne ses vieilles armes, ses vieux camions qui ont fait un gros convoi pour aller jusqu'au Mali, qui n'arrivent pas à empêcher les attaques djihadistes et qui n'arrivent pas à organiser normalement l'approvisionnement même de tout le Mali, du carburant tout simplement. Donc voyez-vous que ces gens-là ne sont pas là aujourd'hui pour le peuple. Mais comme ils ont déjà réussi à personnifier leur ennemi en deux axes, la CEDEAO et la France, ça suffit pour endormir ces peuples, certains abrutis de ces pays-là, qui croient qu'ils sont dans un combat, alors qu'ils sont dans rien du tout, quoi. Ah ouais. Là, tu me reçois? Oui, je te reçois. Oui, on t'entend bien. Voilà, donc je disais que ces pays-là, ils ont réussi déjà à faire cibler la France et la Côte d'Ivoire en particulier. C'était le plan des terroristes. Tout le monde voit que c'est eux qui sont à la base de tout ça. Et tant que ces objectifs ne sont pas atteints, ils ne vont jamais changer leur fusil d'épaule. Ça sera toujours... La CEDEAO, c'est valets locaux, la France, c'est l'impérialisme, c'est toujours ça. Mais tout le monde voit la guerre qui se passe, la guerre d'agression qui se passe en Ukraine, où tous les soirs, les familles dorment dans le froid parce que Poutine ne fait que bombarder dans un pays. Tout le monde sait que dans le pays aux alentours de la Russie, c'est le froid 25, moins 25, moins 15. Mais quand tu bombardes des infrastructures,
toi qui es humaniste, qui veut venir donner la liberté aux Africains, ton propre voisin, tu casses les usines d'électrification, tu casses tout ce qui peut approvisionner les gens, les familles pour se permettre de se chauffer. Non seulement tout ça pour que tu gagnes cette guerre, quand même vous voyez comment le panafricanisme sont des rigolos. Vous quittez la France pour aller derrière un tyran qui ne fait que assoiffer des femmes et des enfants, les laisser dormir dans le froid. Tout le monde sait que dans les pays de l'Est, nous qui sommes en Europe ici, déjà en France ici, il fait combien ici en plus fort les gens qui vers la Russie. Donc vous voyez, ce sont des gens, ils ne sont pas là pour leur peuple, comme on l'a toujours dit. Aujourd'hui, ils ont pris le goût au pouvoir. On les voit tous sapés en bazin. On les voit tous, comme Trafen Namsé a dit, ils aiment la décorite. Ils se sont tous donné des grades de colonel 5 étoiles. Donc aujourd'hui, c'est ça qui importe pour eux. Peu importe si 1000 Burkinabés peuvent mourir par jour ou bien 1000 Maliens, tant que Bamako est sécurisé, tant que Ouaga est sécurisé et qu'ils sont dedans, ils peuvent aller inaugurer des pavés. Mais peu importe, hein, ils sont déjà au pouvoir. Merci, Ladji. Ok, merci. Voilà. Ouais, seul coup est monté, il y a Michael Koul qui était là. Non, on va essayer de l'écouter avant de venir sur Sarko. Ok. Bonsoir le père, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc sincèrement, vous avez tout dit, hein, sincèrement. Nos parents qui sont là, sincèrement, ils sont pas là pour nous aider. Ils sont même pas là pour nous aider. C'est-à-dire, déjà, eux-mêmes nous ont montré que, ouais, non, sans nous, eux, nous, on peut pas partir devant. Donc, ça nous, maintenant, de leur montrer que, ouais, non, on peut partir sans eux. Maintenant, il y a une question qui me préoccupe. C'est-à-dire, côté football, là, ça compte pas dans CEDEAO. Non. On te dit la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour les Africains. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Non. Ça, normalement, il voulait dire que, ouais, non, on les enlève dans tout. Non. C'est-à-dire, on les voit. C'est la CEDEAO. Ils ne sont pas venus pour nous aider. Est-ce que le Cameroun font partie de la CEDEAO? Non. Le Gabon non plus, mais ils participent à la CAN, non. C'est pas la CEDEAO qui organise la CAN. Ah, ok. Donc, il voulait qu'on ait ce côté-là aussi, pour parler dessus. Parce que ceux-là, sincèrement, ils ne sont pas venus pour aider. Parce que depuis très longtemps, quand le gars est venu, le début, il a demandé 6 mois. On est dans la 3e année ou 2e année. Rien ne va devant. Et puis, on a fait croire à les gens que ouais, non, ça va chez eux. Ça ne va pas. Ça ne va même pas. Nous tous, on a des parents là-bas. Moi, il y avait deux grands frères au Mali. Et tous sont rentrés en Côte d'Ivoire actuellement. Et tous sont rentrés. Depuis maintenant où ils ont attrapé les 49 soldats, là, mon grand frère était là-bas. Il y a un qui est venu en ce moment. Maintenant, il y a un qui est resté là-bas que ça va aller. Jusqu'à on est là. Lui, il est venu, ça fait maintenant 2 semaines. Ça va pas. Ça va pas, hein, c'est vrai, hein, c'est du ça va même pas. Ils sont là mentis. Matin, midi, soir, c'est mensonge. Mon grand frère qui est rentré tout dernièrement la semaine, là, il dit, il y a des vidéos, il dit, il n'a qu'à me donner, il dit, il ne va pas donner. S'il me donnait, là, il allait vous montrer en direct. Il y a des trucs même là, ils font là-bas actuellement, là, sincèrement, on ne peut pas parler. À cause de ça, actuellement, où moi je suis assis avec vous, et puis je suis là causer avec vous, là, je n'ai pas envie de causer à un Malien, Fafa. À cause de la haine qu'ils ont fait à mon grand frère. Ouais. Il avait 3 terrains différents, ils ont arraché tous. Ouais. Ils sont là pimentés, les Maliens, ils sont là les pimentés. Les petits groupes qui sont restés là même maintenant, que ouais, non, les affrontements les a pas encore pris là. C'est eux qui parlent de ça actuellement. Sinon, actuellement là, ils sont là pimentés les Maliens. Les Maliens là, arrivé un moment là, s'ils n'ont pas fait quelque chose actuellement là, les Maliens, ils ne pourront plus manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre. C'est leur objectif. C'est-à-dire pimenter les Maliens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Maliens même va sortir même pour aller chez quelqu'un même. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à rester dans les coins. C'est leur travail actuellement. Les Maliens n'ont qu'à détester tout le monde. C'est leur travail. Niger comme Burkina. C'est leur travail en l'air là. Pimenter. C'est-à-dire partout où ils seront là.
ils n'ont qu'à détester tout le monde. Comment ils vont faire pour que les Burkinabés n'aient qu'à détester les autres pays? Comment les Maliens vont détester? Comment les Niger vont détester les autres? C'est leur travail. Ils ne sont pas là pour aider le père. D'accord. Si on peut faire quelque chose actuellement, comme pour Bénin, intervention rapide sur ceux-là. Voilà, ceux-là, ils ne vont pas partir. S'ils n'ont pas fait ça là, ce qui s'est passé au Togo là, ça les a fait peur. Au Bénin là. Ça laisse peur. Mais ils se disent que maintenant les gens vont se retourner contre eux. Oui, mais ils étaient impliqués dedans. Voilà, donc actuellement les gars ne dorment pas. Hein. Ils ne dorment pas. Ils se disent que maintenant CEDEAO va se retourner contre eux en tout moment. Donc c'est le moment qu'ils ont agi là-bas, il ne faut même pas qu'ils vont attendre 2 mois, 3 mois, ils n'ont qu'à comment frapper, continuer. D'accord. Sinon, si on leur donne le temps là, ils vont avoir quelque chose encore pour fermer le visage des gens. Donc on ne doit plus leur donner le temps, ils n'ont qu'à continuer. D'accord. Donc c'est le puis il m'arrête là. Merci beaucoup. Ouais. Solko, bonsoir. Bonsoir Ladji. Comment tu vas? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas bien. Ton séjour? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien par la grâce de Dieu, merci. Ah, Dieu merci. Médiateur, bonsoir tout le monde. Vraiment, J'étais en formation, j'étais en formation, désolé. Ah, vraiment, bonne arrivée. Tu nous avais manqué. J'espère que la formation a été. Merci, ça va, ça a été. Ah, Dieu merci, alhamdulillah. Vraiment, moi, avant de venir sur le sujet, je vais ouvrir une parenthèse. C'est-à-dire sur un sujet que tu as abordé les jours passés concernant la lettre de Laurent Gbagbo, juste 30 secondes, avant de venir sur le sujet de la CEDEAO. Parce qu'il y a un point qui me tient un peu à cœur. Et c'est que tu as prêté attention. Mais je voulais un peu attirer ton attention pour montrer combien de fois ces personnes-là sont dans une hypocrisie. Depuis l'arrivée de Katina Kone en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a déjà appelé le président Ouattara président, chef de l'État, ou bien M. Ouattara? Et lors de sa conférence, bon, je vais parler de leur tribune, il a appelé Soro Diom président. Il fait une analyse. D'abord, on appelle Soro Diom président parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale. Tout le monde sait que le GPS est dissous. GPS n'est pas un parti politique reconnu en Côte d'Ivoire. Et quand on est Premier ministre, on n'est pas président. Quand on est président d'institution, on t'appelle président. Donc, pour un peu éviter de se faire lécher par les gens, par les partisans du Soro sur les réseaux sociaux, donc il a dit, il cherche leur compassion, il pas dit. Pour ne pas que les souris de Paris, les Franquins, ainsi de suite, diabolisent ou cherchent à critiquer le PPAC concernant leur démarche. Donc, il faut attirer leur compassion pour dire non, c'est pas le président Soro qui est visé. Donc, ici, on appelle président Soro. Et le président Ouattara, on n'appelle pas président. Et c'est le président Ouattara, au moment où Soro était président de l'Assemblée nationale, c'est le président Ouattara qui était président. Donc, juste cette parenthèse pour dire que ces personnes sont dans une démarche hypocrite. Oui, puisque c'est les gens de Soro qui font leur communication entièrement. Voilà, parce que le PPAC les appartient. Donc, pour ne pas qu'ils se désolidarisent, voilà, donc il faut appeler Soro président. Ils savent que ça, c'est pas dans lui-même, là, ça ne descend pas dans, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il ne descend pas dans son cœur. Mais il a dit ça comme ça, pour ne pas que les gens se plaignent. Soro président. GPS n'est pas un parti politique. C'est dissous. Le parti est dissous. Maintenant, pourquoi on l'appelle président? Il a été Premier ministre. Ils vont dire non, on l'appelle président parce qu'il a été Premier ministre sous Laurent Gbagbo. Non, on ne l'appelle pas président. Non, il a été président de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi on l'appelle président Soro Diom. Donc c'est cette analyse qu'elle voulait faire. Maintenant, je reviens sur le sujet de la CEDEAO et ce qu'on vit dans la sous-région. D'abord, je vais commencer, je vais un peu m'attarder sur la CEDEAO. Si on voit que ces situations que nous vivons dans nos sous-régions, à un moment donné, la CEDEAO
a été un peu faible. Je parle de la CEDEAO. Moi, d'abord, j'ai commencé à faire mon analyse sur l'ONU depuis 2014. Voilà. Avec tout ce qui s'est passé dans le monde, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, et on voyait l'ONU qui n'agissait pas sur le coup. Pourquoi? Parce que l'ONU n'avait pas une armée propre à elle. Si tu as une armée, il y a des choses qui ne peuvent pas prospérer. Mais quand tu n'as pas d'armée, il y a des choses, les gens peuvent se permettre de faire, ils vont venir, ils n'ont pas d'armée. Et cette situation, la CEDEAO la vivait. La CEDEAO n'avait pas une armée propre à elle comme cette armée, bon, une armée en attente, quoi, Oui. qui pouvait intervenir à tout moment. Effectivement. Si la CEDEAO voulait intervenir, c'est les États membres qui se donnaient des armées pour pouvoir venir intervenir dans des situations précises. Maintenant, bon, comme maintenant ils disent qu'il n'y aura pas de coup d'État, moi, la proposition que j'ai faite, c'est qu'une armée propre à la CEDEAO doit être là, ils vont appeler, comme eux, mais déjà, ils appellent cette armée une armée en attente. Dès qu'il y a une situation, cette armée doit intervenir. Donc, c'est pas maintenant, on va se lever, non, la Côte d'Ivoire va donner 1000 soldats, le Sénégal va donner 1000 soldats, le Togo, bon, le Niger va donner... Non, cette armée doit être là. À toute éventualité, prête à intervenir. Effectivement. Voilà, cette armée doit être là, prête à intervenir. Maintenant, si c'est quand il y a des situations que nous, on doit chercher maintenant à mobiliser ou bien à trouver une armée, ça va trouver qu'il fait déjà trop tard. Voilà, donc moi c'est la suggestion que je fais à notre organisation pour que excusez-moi du terme, pour que ces bêtises, quand nous sommes en train de vivre dans la sous-région, n'arrivent plus. Parce que n'importe qui peut se lever à n'importe quel moment pour faire n'importe quoi. Ce qui voulait se passer au Bénin, si cela arrivait, d'abord la CEDEAO aurait échoué, toute l'Afrique aurait honte. Oui. Parce que c'est une bêtise des bêtises. Qu'est-ce que le président Talon a fait? Rien. Le monsieur, il est là. Depuis son arrivée, on voit que le Bénin est en train de prospérer. Et quelqu'un va se lever quelque part là-bas pour faire des bêtises parce que lui n'est pas content. Effectivement. Si cela prospérait autant que non, je partage ces avis-là avec toi, hein, parce que tu as vu comment l'intervention était rapide. Ça a été tellement rapide. Et c'est ce qui doit être fait. Ouais. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans cette... Moi, mon professeur d'histoire, il m'a suggéré ce genre, il dit de faire une analyse. En ce moment, j'étais en 2e année à l'université. Il dit, est-ce que tu peux réfléchir? Il dit, mais si on voit ces situations prospérer en ce moment, c'était la situation au Mali où c'est l'armée française qui est venue avec certaines armées de l'Afrique. Il dit, mais si cela prospère, l'ONU est là pour maintenir l'ordre. Toi, tu es là pour maintenir l'ordre. Et celui qui veut la paix prépare la guerre. Tu n'as pas une armée, tu interviens comment? Ça, c'est une question qui doit se poser. Si tu n'as pas d'armée, les gens n'ont pas peur de toi. Bien que tu sois puissant, comment. Mais on respecte ta puissance. Si on sait quelque part que tu peux les frapper, les gens peuvent te respecter. Maintenant, après cette armée, moi je vais venir, je serai un peu radical. Il y a des tops au sein de la CEDEAO qui, si ces pays-là ne veulent pas rester dans la CEDEAO, qu'ils libèrent l'organisation. Parce que vous ne pouvez pas rester au sein d'une organisation et puis vendre les secrets. Quand il dit secrets, toutes les réunions que vous allez faire, c'est que vous allez tirer comme conclusion. Les gens qui sont extérieurs à l'organisation sont informés. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas responsable. Oui. Et vraiment, c'est dégoûtant. Mais il faut en faire partie. C'est de ça qu'on va parler ce soir-là. Puisque Franklin Nyamsi dit que... Voilà, vas-y. Il faut entrer jouer un jeu qui, tôt ou tard, va soit coûter à son pays, ou bien lui-même, ça va lui faire quelque chose. Parce que ceux à qui tu vends le secret ne te font pas confiance. L'organisation dans laquelle tu es mal vu. Prenons un exemple tout simple. Grand frère, je prends l'exemple sur toi. Oui, allons-y. Supposons, moi je viens de suite. Il dit,
grand frère, tu vois, notre médiateur n'est pas quelqu'un de bien. Excuse-moi, médiateur. N'est pas quelqu'un de bien. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Voilà ce que il m'a dit aujourd'hui. Et puis je viens rapporter textuellement ce que lui et moi on s'est dit. Toi, quelque part, tu vas te dire, mais attends, s'il vient me dire ce que lui et le médiateur se sont dit, c'est que quelque part, c'est que moi je lui dis, il va aller dire ça au médiateur. Et effectivement. Je suis mal vu chez le médiateur et puis aussi mal vu chez toi. Je suis comment? Tu ne me fais pas confiance, le médiateur ne me fait pas confiance. Mais pour jouer le jeu, toi tu feras, en tout cas tu vas faire le jeu, faire des telle sorte que non, je te fais confiance. Là, comme ça, tu auras toujours les secrets venant de médiateur. C'est-à-dire, tu vas faire comme si tu me fais confiance. Pourtant, au fond de toi, tu ne me fais pas confiance. Voilà le jeu dans lequel le Togo est. Si tu veux des intérêts venant d'un pays, à quoi ça sert à quoi de vendre ton organisation? C'est pas bien. Si la situation qu'on vit aujourd'hui, en grande partie, c'est à cause du Togo et son président. Oui. C'est à cause du Togo et son président. Si tu veux t'éterniser au pouvoir et que tu veux rejoindre l'AES, dis simplement. Et puis les gens vont acter et puis ils vont signer. En tout cas, ton retrait de la CEDEAO. De l'organisation. Parce que c'est aussi simple que ça. Sonko était coupable, il a peur de la communication de la CEDEAO, voyant même la réforme constitutionnelle qui vient de faire les modifications des textes, etc. Donc tu comprends un peu. Pour moi, c'est la top, hein, vas-y. Non, c'est depuis très longtemps, je pense que certaines des vidéos ont montré ça, mais tu sais, quand quelqu'un est dans l'organisation, c'est pas bien de taper dessus, mais aujourd'hui, lui-même, il a montré à visage découvert que c'est lui, avec tout ce qu'on a comme preuve actuellement, que c'est lui qui est la top. Parce que quelqu'un ne peut pas vouloir renverser ton homologue. Là, autrefois, j'étais sur le panel de Mariam la Patriote. J'ai montré la carte du Bénin. Le Togo est le pays le plus proche du Bénin. La Côte d'Ivoire est très loin du Bénin. Oui. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui va venir secourir le Bénin qui est en danger et que toi tu es proche de lui. Non, d'après les gens, non, il n'a pas été invité. Mais attends, nous sommes dans une organisation. Est-ce que j'ai besoin d'une invitation exceptionnelle pour que tu viennes me secourir? Non. Si je suis en danger, la première des choses là, c'est de venir me secourir après me dire, mais attends, pourquoi tu ne m'as pas dit? La Côte d'Ivoire est venue, le Nigeria est venu. Pourtant, tous ces pays-là, ce pas des pays qui sont très proches du Bénin. Oui. Non. Lui-même, il rentre même. Les pays qui sont très proches du Bénin. Le Togo est très proche du Bénin par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport, comme on appelle, au Nigeria. Les pays qui sont très proches du Bénin, il y a le Burkina, le Togo, ainsi de suite. Mais tout le monde sait que ceux qui voulaient déstabiliser, le Burkina, en fait, le Burkina est proche du Bénin. Si le truc marchait, c'est les soldats burkinabés qui allaient rentrer en jeu. Oui. C'est eux qui allaient rentrer en jeu. Oui, ils étaient. Et Foy Yacine allait servir de base arrière à ces personnes-là. C'est pas bien. C'est pas bien dans une organisation. Et ce monsieur doit il y a une sanction doit être prise à son encontre. Je crois même qu'il n'a pas été invité au sommet aujourd'hui à Abuja. Hein. Je ne pense pas qu'il a été invité. C'est très bien. C'est très bien. Mais j'espère que des décisions seront prises, des décisions exceptionnelles seront prises, de sorte que, en tout cas, la première décision que j'ai vue, ça me soulage, qu'il n'aura plus de coup d'État. Et cela sous-entend qu'une armée serait là, prête à intervenir à tout moment. Vraiment, ça va me rassurer. Parce que tant qu'il n'y a pas d'armée, il y a des voyous qui peuvent se lever à n'importe quel moment pour faire n'importe quoi. Pour terminer, je vais terminer avec le cas du Burkina et en tout cas notre Sorogium. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a perdu tous ses repères. Il y a quelqu'un qui a perdu tous ses repères et qui rêve que la Côte d'Ivoire soit envahie par des faiseurs de coup d'État. Le Togo, c'est un pays qui veut que la sous-région soit déstabilisée. Donc, ils ne s'en prennent pas au Togo. Si la Côte d'Ivoire, vous voyez, avec le coup d'État qui s'est passé en Guinée,
ils ont voulu que les Guinéens les rejoignent et ils ont été un peu intelligents. Non, ils ne les ont pas écoutés. Ils sont allés au Mali, se sont laissés embobiner. Les Maliens se sont laissés embobiner. Disons, certains Maliens se sont laissés embobiner. Ils sont allés au Burkina, IB s'est laissé pris. Donc, actuellement, ils voulaient que le coup d'État du Bénin prospère, de sorte que la Côte d'Ivoire soit isolée comme ça, ils vont frapper. Ça, c'est ce rhodium. IB Cacao, tu es venu pour une mission, tu n'arrives pas à secourir, ou bien tu n'arrives pas à porter la sécurité. Mais c'est toi, tu es cité dans tous les plans Machiavelli. Au Bénin, tu es cité. On dit à certaines personnes-là qui ont été arrêtées. Effectivement. Arrivé à un certain moment, il faut te ressaisir et puis il faut faire la mission pour laquelle tu es venu. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, démission, c'est aussi simple que ça, que d'entraîner ta population dans des choses qui ne vont pas les arranger. Prenons un exemple. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a plus de 3 millions de Burkinabés. Si la carte de séjour est aujourd'hui appliquée en Côte d'Ivoire, que les Burkinabés, et puis la CEDEAO décide non, que la carte de séjour serait, et c'est mon souhait, soit 500 000. Alors qu'elle serait remplie, hein? Vous voyez, si 500 000, si on paye 500 000 chaque année, il y a des gens qui vont retourner. Ah mais oui. lui, bien sûr. Et si les 3 millions retournent là, lui, son pouvoir serait sécurisé. Il y a des choses là, il faut penser à ça. Même si tu n'es pas intelligent, d'après un proverbe malinqué, même si tu ne connais pas Kilo, il faut savoir au moins que le sac est rempli. Si cette personne retourne, ce n'est pas bien pour lui-même son pouvoir. Ça, lui, si vous voyez que Blaise Compaoré a signé l'accord avec Gbagbo pour naturaliser les 3 millions de Burkinabés, lui, il avait peur que ces 3 millions de Burkinabés retournent pour aller faire coup d'État contre lui. Effectivement. Et ça, lui, il est en train de s'exposer. Et on met la carte de séjour à 500 000. Et que les gens n'arrivent pas à payer 500 000, ils vont vouloir retourner chez eux. Effectivement. Et qui sera leur premier sorcier? Non, moi, il y a une motion d'abord, pardon. Il ne faudrait pas que je perde ma motion. Je vais finir en 30 secondes. Donc, si ces 3 millions n'arrivent pas à payer leur carte de séjour, ils vont retourner au Burkina et leur premier sorcier là, ça serait Ibe Traoré. Parce que lui, son pouvoir serait sécurisé. Donc, arrivé à un certain moment donné, il faut te concentrer sur ce que tu es venu faire. Et puis laisser tes voisins tranquilles, laisser-les travailler. Sinon, toi-même là, ça ne va pas t'arranger. Vraiment, voilà ce que je voulais dire. Vraiment, arrêter là. Ok, Santo, je vais un peu dans ton sens. Hein. Je reviens encore sur le cas de Ibrahim. Ibrahim Traoré s'est laissé embobiner par les Soro parce qu'il n'attaquait jamais la Côte d'Ivoire avant la visite de Soro. Depuis que Soro est arrivé, voilà comment il s'attaquait au Bénin et la Côte d'Ivoire. Premier point. Deuxième point, quand nos 49 ont été arrêtés, Soro Guillaume a fait un premier communiqué où il a demandé la médiation de Fort Gnassingbé. Il a fait à dessein, dans l'intention d'avoir toutes les informations pendant la médiation. Et les informations que Soro allait avoir allaient être distillées aux activistes qui allaient polluer la toile. Donc, à partir du moment où Soro avait déjà préconisé, avait fait la promesse de Fort, nous sommes rentrés dans le jeu, mais on a été vigilants, très vigilants, à telle enseigne qu'il n'y ait pas de fuite. Et tu l'as vu, ces voyages à Abidjan. Est-ce que tu comprends? Quelques semaines avant même qu'il y ait la rencontre de la délégation. Donc la Côte d'Ivoire a opté pour une rencontre avec les autorités maliennes. On va s'asseoir, on fait le dialogue, on discute directement. Et dans cette discussion-là, on allait trouver une solution. Donc j'attire ton attention sur cette vidéo. Voilà, j'attire ton attention parce qu'on n'a pas voulu que Fort mène toute la médiation. Écoute cette vidéo rapidement pour attirer ton attention. D'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, ça c'est le Téné Ibrahim, ministre de la Défense. Il y a eu un malentendu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. On continue. Il y a de cela quelques mois.
il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cet incident malheureux, incompréhension, ce qui veut dire que c'est une main noire qui est en bas. Et Franklin Nyamsi même l'a dit, que nous avons réussi à mettre dans la tête d'Assimi qu'Alassane Ouattara allait le renverser. Donc dans cette médiation, d'où Fort a été désigné, l'État de Côte d'Ivoire a été tellement vigilant. La seule option qu'on demandait, c'était une rencontre afin de discuter tous ces points phare à phare. Et donc, après cette discussion et la rencontre, on a décidé de signer un mémorandum de non-agression, donc auquel Mali ne peut plus violer ça aujourd'hui. Voilà comment Assimi pèse de son poids pour que Ibé prenne le relais et il accueille Guillaume Soro avec la bénédiction de Fort. Donc on a été vigilant dans cette médiation parce que le choix sur Fort n'a pas été fait au hasard par Guillaume. Il voulait des fuites et des fuites qui allaient venir au niveau de Fort allaient être balancées aux activistes afin de révolter les soldats qui sont restés en Côte d'Ivoire pour renverser le président Ouattara. C'est ce qui était la stratégie. Et c'est Fort qui devait jouer ce rôle. Mais je salue ici la stratégie du maestro, son Excellence Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi dans cette délégation ivoirienne, le président a fait partie de ses hommes clés. Il y avait Fidel Sarasoro. Je crois qu'il y a eu le ministre de la Justice, si je ne me trompe pas, parce qu'il y voit une personne ici. Et il y avait Ténébrahima, l'homme sûr, dans cette délégation. Et maintenant, le retour des soldats, comme si on le savait, on a demandé à ce que les soldats puissent faire escale au Togo pour dire merci aux médiateurs. Et qu'est-ce que les communicants ont dit? Que nous devons passer par le Togo afin de faire des échanges pour que les soldats français noirs qui ont été envoyés par la Côte d'Ivoire au Mali, qu'on allait les changer, arriver au Togo. Mais bref, tout le monde a vu ce reportage. Donc bref, pour revenir à Fort, Fort n'a jamais été un homme de confiance. Franchement, Fort n'a jamais été un homme de confiance. Maintenant, tu as donné un avis qui est très important concernant la force d'intervention de la CEDEAO. Moi, je salue cette force et elle doit rester permanente et vigilante. Elle doit être active. Dès qu'on sent chez nous le mouvement, il faut que cette force soit prête à intervenir avec la collaboration du pays tiers qui est en danger. Parce que ce qui a marché au Bénin peut ne pas marcher dans d'autres pays. Regarde, admettons que les propagandistes, lorsqu'ils ont essayé de faire sortir la population en disant qu'il y a une intervention française qui s'apprête à rentrer en coalition ou en conflit contre des soldats béninois, automatiquement, si la population n'avait pas compris, ils allaient tomber dans le jeu. Et c'est ce qu'ils ont reçu au Burkina Faso. C'est ce qu'ils ont reçu au Niger. Lorsque Damiba n'avait pas encore quitté le pouvoir et qu'il y avait la médiation du Moro Namba, qu'est-ce qu'ils ont fait comme communication? Ils ont dit que oui, Damiba s'est réfugié à l'ambassade de France et que la France est en train de s'interposer dans un problème burkinabé. Voilà comment la population est sortie en masse et le coup d'État a été consommé. Idem pour le Niger. C'est ce qui a été fait. Donc, je dis merci
à la population béninoise qui est restée fidèle, qui a soutenu son président. Donc, cette force d'intervention, moi je vais même au-delà de l'intervention qui a eu lieu au Bénin. Est-ce que, dans les jours à venir, avec cette force, est-ce que nous pouvons encore intervenir dans ces pays de l'AES parce que ils ont pris leur population en otage? Aucun membre de la société civile ne peut s'exprimer aujourd'hui dans ces pays-là. Pourtant, eux-mêmes savent comment ils sont arrivés au pouvoir. C'est à travers les rues, c'est à travers ces manifestations spontanées et ces manifestations multiformes et permanentes de Laurent Gbagbo qu'il y a eu la chute de ces gens-là. Donc, moi, je pose cette question. Est-ce que la force d'intervention de la CEDEAO peut-il encore intervenir dans ces trois pays? Voici ma question pour terminer. Merci beaucoup. Donc, médiateur Didi, tu peux faire un peu ta motion. Voilà ce qu'il a dit. Avant médiateur, oui. Je vais un peu répondre sur ce que tu as dit pour donner, en tout cas pour dire ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Si vous vous souvenez bien, médiateur, je suis juste 30 secondes. Tapotez les gars, tapotez. Dans la plupart de ces sorties, il dit quoi? Je cite ces mots. J'aurai l'occasion de remercier certains chefs d'État de la CEDEAO qui m'ont aidé dans mon exil, dont je ne peux pas citer aujourd'hui leur nom. Oui. Mais j'aurai l'occasion de les citer. Ceux qui ont dit ça tout le temps. C'est-à-dire il y a des chefs d'État. Bon, je m'arrête là. Oui. On sait qu'il est derrière. Faut n'a jamais été clair. Oui, vas-y, médiateur. Vas-y. Là, donc, ce que nous sommes en train de dire, vous savez, moi c'est plutôt pour enchérir sur ce qu'il dit Sorko et présenter un peu Faure Gnassingbé. Pourquoi Faure Gnassingbé est dans tous ces témoins? Vous savez, Faure Gnassingbé n'a pas hésité à faire arrêter son propre frère pour le pouvoir. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Depuis 2005. Et il a, pour faire taire, parce qu'il avait un frère aussi, qui dénonçait, comme le cas du Tchad là, qui dénonçait un peu, qui s'en prenait un peu à lui, pour dire qu'il a pris de façon, voilà, le pouvoir de façon autoritaire, il a été porté par l'armée et d'organiser des constitutions normales. Et Faure Gnassingbé n'a pas hésité à fomenter un coup pour faire arrêter ce dernier, qu'on ne sait même plus où il se trouve aujourd'hui. Et donc, pour vous dire quoi, Faure Gnassingbé, pourquoi il se mêle de toutes ces affaires de l'AES? C'est parce que lui aussi, son rêve est de rester au pouvoir éternellement. Parce que quelqu'un qui est là depuis 2005, ça fait plus de 20 ans, qui refuse qu'on puisse faire droit de regard chez lui. Lui, il aimerait bien qu'on parle toujours de la constitution ivoirienne, mais chez lui-même, depuis 2005 à aujourd'hui, et la dernière chose en date, sachez qu'il a fait enlever le droit de vote à la population. Effectivement. Togolaise. Et c'est lui qui accueille aujourd'hui le média de Alain Foka. Voilà. Alain Foka est allé de lui. Voilà. Il a fait enlever le droit de vote aux populations. Et maintenant, comme par sa manipulation, le député, il est majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce sont les députés qui vont élire le président. Donc, après avoir fait toutes ces années-là, depuis 2005 au pouvoir, comme Faure n'est pas prêt à céder le pouvoir, il se mêle de toutes ces affaires de l'AES là pour faire un double jeu parce que ça fait son affaire. Effectivement. On dit on dit que il y a un problème malin qui dit que lui seul il était le dictateur dans la zone qui se maintenait au pouvoir avec des manigances, avec des arrestations musclées des opposants. Aujourd'hui ici il trouve des acolytes en la personne d'Ibrahim et Assimi Goïta et Tiani, mais il ne peut que soutenir leur mouvement. Parce que ce sont des rêveurs, ceux qui rêvent à s'éterniser au pouvoir éternellement. Il faut le dire aux gens. C'est pour ça qu'il est il a la bouche dans toutes ces sauces-là. C'est pour se protéger lui-même, pour faire diversion, jouer les pseudo-médiateurs, mais alors que il n'en est rien du tout. Il cherche à s'éterniser et il a déjà organisé tous les leviers pour ça. Donc pour détourner le regard ailleurs, il préfère s'aimer des autres, voyager, aller ici et là. Pourquoi on oublie pour lui-même son propre problème, ou lui-même il n'a pas hésité à faire mettre en prison ses demi-frères pour la lutte du pouvoir. Donc c'est ce que je voulais rappeler aux auditeurs. Allez faire vos recherches aussi, pour même vous allez voir qui il est cette personne-là. Donc dans un bateau AES, c'est vraiment il nage dans ses eaux quoi. Ouais. Le gars il n'a jamais été clair, c'est la taupe même. Oui, il y a l'horizon qui est là. L'horizon, bonsoir. L'horizon, bonsoir. Moi, je pense que là, il faut trouver une solution rapide parce que
C'est pas la vie. La vie, est-ce que la vie est là? Bonsoir la vie. La vie, bonsoir. La vie n'est pas là? Si, je suis là. Bonsoir la vie. Bonsoir la vie. Oh. Comment tu vas mon frère? Bien, et vous? Je vais bien. Là, tu manges la vie à Abidjan, hein? Sinon, on est dans le froid ici. Ok, c'est là pour te remercier. Vous voyez, votre communication, comme je l'ai dit une fois sur votre forum, votre panel a sauvé quand même la Côte d'Ivoire. Et je vous dis vraiment merci à tous les cyberaktivistes de ivoiriens. Merci. Ce qui se passe au Bénin actuellement, ils sont nouveaux dans l'affaire, donc ils traînent les pas. Oui. Ils n'ont pas du répondant comme les Ivoiriens. Allez-y les aider un peu là, dit. D'accord. C'est nos frères. On est dans le même bateau. Effectivement, puisqu'on a une sœur béninoise qui a soutenu le président pour une chanson, non, on va les soutenir. Oui, donc allez-y à leur secours. Bref, là, dit, je vais un peu revenir sur ce que le frère Solko, c'est ça, non, oui, a dit par rapport au cadre de séjour. Vraiment, le PRA doit faire un formidable travail en Côte d'Ivoire. Actuellement, quand tu vas au pays, là, je t'assure que souvent je vais m'asseoir à la plage, je quitte là-bas tard la nuit, la sécurité est garantie. Ah oui. Donc, pour protéger tout ce travail-là, il faudrait qu'ils soient vigilants à nos frontières avec tous ces gens qui viennent là. Il faudrait qu'on instaure la carte de séjour encore pour protéger un peu la population. Pour ne pas que ces gens-là nous envahissent. Se protéger n'est pas être méchant quand même. Il faudrait que les autorités pensent à cela. Donc, comme vous avez votre voix porte, il faudrait souvent qu'on vous dise ces choses-là pour le répéter auprès de qui de droit. Donc, encore merci à vous. Merci. Et que Dieu vous protège et protège la Côte d'Ivoire avec le président. Merci beaucoup, ma soeur la vie, merci. Ma soeur la vie, vous savez, oui, le président, c'est quelqu'un, franchement, nous, on n'arrive pas à le maîtriser. C'est le secrétaire exécutif du parti. Tranquille. Voilà, si c'est pas comme vous l'a dit, il dit, Adola, faites très attention. Au moment où vous êtes en colère, vous êtes en train de lui dire de ne pas faire ça, président, nous sommes fâchés. Ah, au contraire, il a déjà fait, mais c'est que vous ne pensez pas. Il dit, vous allez bien fouiller là. Le retour de Gbagbo là, l'acquittement de Gbagbo là, le président a joué un grand rôle dedans. C'est ce qui fait sa force, voilà, aussi. Et donc, ce que toi tu penses faire, et puis voilà, le président ne pense pas la même chose. Bon, je n'ai pas dit de nom pour ne pas que la personne se sente un peu indexée. Oui. C'est un cadre du parti, un conseiller du président. Au cours d'une réunion, comme ça, des échanges, il nous a dit ceci. Il dit, pendant l'arrestation des 49 soldats, lui, il avait déjà fait son communiqué qu'il a écrit. Donc, quand il finit, il faut que le président regarde un peu, jette un coup d'œil, il valide, avant de faire sa conférence de presse. Il dit, je vous jure, ce que j'ai écrit dedans, là, si on m'avait laissé, il était prêt à tout gâter au Mali. Quand il est arrivé avec le courrier, et il a montré au président, voilà mon communiqué que je vais faire. Le président a pris d'abord la lettre, il a déposé, il dit, il faut t'asseoir. Il dit, tu vois les jeunes là, c'est le danger qui est derrière eux là que nous on regarde. Sinon eux-mêmes là, c'est pas eux on voit. Il dit, si on a encore des moyens pour les donner, combattre l'insécurité, ça sera encore mieux. Parce que ces enfants-là, si les terroristes prennent le dessus sur eux, nous serons nez à nez avec le danger. On aura beaucoup de moyens à fournir en ce moment-là que de fournir peu de moyens pour les aider. Il dit donc, il ne faut pas écouter ce qu'ils sont en train de faire. Ne fais pas se communiquer, laisse tomber. Il dit, j'ai regardé le président jusqu'à il dit, c'est pas la peine. Donc bref, là où nous on s'entend en découdre avec nos frères d'en face, le président va toujours faire la différence. Ne regardez pas ces jeunes. Regardez les populations qui sont prises en otage aujourd'hui. La preuve, personne ne peut critiquer ses pouvoirs. Je prends le cas de Clément Dambélé, qui dit que nous allons organiser une manifestation afin de demander la fin de la transition au Mali. Il a été enfermé. Je prends le cas de Issa Kaoudim, qui a critiqué
le faux coup d'État monté par IB jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de résultat. Il allait passer 1 an à prison. Je prends le cas de Ben Le Cerveau qui dit que nos services de renseignement n'est pas fiable. Pourquoi n'ont-ils pas vu l'attaque qui devait avoir lieu à Kati? Et donc, on a un service de renseignement qui n'est pas fiable. Ben Le Cerveau est en prison. On a le cas de Chegel qui dit que lorsque la transition devait prendre fin, il fallait une concertation, puisque c'est lui qui avait signé le début et la fin de la transition. Lorsqu'il a commencé à parler de ça, Chegel est où aujourd'hui? Je prends le cas de Rashbak. Rashbak qui dit que Soumaïlou a été assassiné, vu les circonstances de sa mort, parce que quand Soumaïlou est tombé malade, sa femme avait demandé qu'on lui donne une liberté provisoire pour aller se soigner, comme l'a fait Roch Makaboré et Alpha Condé et M. Gikawe. Ils ont refusé jusqu'à ce que le gars perd la vie. Et donc, Rashbak, en dénonçant ça, il a été mis en prison. Tata Rose, qui dit que la vie est chère, ce que Puchelli dit chez nous tous les jours, ce que Puchelli dit chez nous à longueur de journée et on lui fait rien. Et donc, ils ont été tous arrêtés. Bref, donc, ça c'est le cas du Mali. Où est Mahmoud Dicko aujourd'hui? Quand il vient au Burkina, c'est encore 2 fois pire que ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Donc, ces populations sont prises en otage. Donc, ils ne sont pas responsables des décisions que prennent Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Si nous voulons encore les infliger des sanctions à partir des cas de séjour, franchement, ça va être difficile. Sinon, le président n'aurait pas accepté qu'il y ait près de 80 000 Burkinabés qui ont fui l'insécurité et quelques milliers ou centaines de Maliens. Donc cette histoire des cas de séjour serait très compliquée, ça serait voire même difficile que le président prenne cette décision. Donc voilà un peu ma petite réponse concernant la carte de séjour. Je ne pense pas que le président va le faire. Ce que tu dis est vrai là, mais moi je parle de la sécurité. Bon, on fait confiance à nos autorités. Cette population pour laquelle on pleure là, elle aussi souvent, la plupart, heureusement que c'est pas tout le monde, elle ne connaît pas sa place. Elle ne sait pas qu'elle est en train de souffrir elle-même. Elle se mêle de tout et de rien. Oui, en fait c'est une minorité, je t'explique. Quand il y a un coup d'État dans un pays, ceux qui viennent soutenir les putschistes là, c'est une mobilisation qui se met en place à travers les partis politiques qui, bien évidemment, ne pouvaient pas accéder au pouvoir dans les urnes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent les putschistes et ils mettent tous ces propagandistes là en place pour les soutenir. C'est fait à dessein. Quand il y a le coup d'État de Guéhi, pour soutenir Guéhi dans son coup d'État, mais c'est le Front populaire qui a mobilisé la société civile à le soutenir. Voilà. Donc c'est des gens qui sont dans l'ombre qui le font. Est-ce que c'est la majorité des Maliens, des Burkinabés, voire même des Nigériens qui soutiennent ces putschistes? Non. Donc en voulant faire le jeu, ça va braquer encore la population à les soutenir. Sinon, si nous voulons regarder cette minorité pour juger les autres, on risque de faire force sur le tout. Voilà un peu ce que je voulais dire dans ce cas-là. En tout cas, là, on demain. Amen. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Je vais dire ça pour laisser la place aux autres. Merci beaucoup. Faut tapoter. Non seulement moi, en tout cas, moi, j'ai compris ta préoccupation. Moi, j'ai même pensé à ça. J'ai eu des échanges avec certaines personnes. Donc, ils m'ont dit que ça serait impossible que le président prenne ce genre de décision, voire le président. Mais regardez vous-même, lorsqu'il y a eu l'insécurité en Ukraine, quand la guerre a eu lieu, mais aucun chef d'État africain n'a envoyé son ambassadeur pour aller chercher les ressortissants africains. Le seul qui l'a fait, c'est qui? C'est le président Ouattara. C'est le président. Est-ce que vous avez vu ces panafricains le plébisciter pour ça? Rappelez-vous l'interview du président Hassan Ouattara sur RFI. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous les Occidentaux, vous polluez, vous faites de la pollution plus que nous. Qui a pollué le monde? C'est vous. Si vous ne voulez pas acheter nos cacao et nous faire des chantages, dites-nous, on va les vendre ailleurs. Vous avez vu ces propagandistes-là faire le relais? Non, parce qu'ils ont un objectif. C'est d'enlever le président Ouattara dans leur coalition de merde, avoir nos ports pour faire circuler leurs marchandises tranquillement et même faire passer les armes à nos ports. Et voilà ce qu'il veut. Dissoudre les partis politiques, voilà,
c'est à faire venir Wagner, les Ladji pourront plus les critiquer, ce sont les critiques qui vont aller prendre nous, ils vont aller prendre nos parents en otage. Donc, c'est leur objectif, donc nous on le sait, donc nous allons apporter soutien au peuple béninois parce qu'aujourd'hui, selon les premiers rapports de Jeune Afrique, il y a des pays qui étaient derrière ce coup d'État, dont le Burkina Faso est cité et le Togo. Certains même disent que chose comme on appelle, la tête, le chef de file de ce coup d'État, le colonel ou bien quoi, Tigré, serait réfugié au Togo. Certains disent que c'est au Togo, certains disent que c'est au Burkina Faso. Dans tous les cas, si c'est dans les deux pays, on considère qu'ils sont la base arrière de ce coup d'État. Voilà, juste. Donc, ils ont peur que le résultat des enquêtes puisse sortir et puisse soit cité dedans. Donc, c'est pourquoi on nous envoie dans tous ces sens-là, toutes ces distractions-là. Le peuple ivoirien est instruit, on ne peut pas. Et effectivement. Et je salue aussi la maturité du peuple béninois. Hein. Oui, je salue aussi la maturité du peuple béninois, hein, parce que si elle avait adhéré, elle serait plus là, oui. C'est pour cela qu'il faut les aider là, Ils sont encore bébés dans... Ils n'ont pas le cardio. On va les apporter nos soutiens. Alassane même a déjà commencé, donc je vais rejoindre Alassane. Voilà. Ok, Allah Mbossoula. Amina, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les frères, il est 2h du matin, hein. Vous connaissez à faire la note. Il y a du monde qui est en bas. Hein. Laissez-nous, on fait un beau sujet demain. Hein. Les gars, pardonnez. Hein. On va se donner rendez-vous demain. Je suis un peu fatigué, je suis arrêté. On vient de faire 2 heures. Demain, Inch'Allah, si j'ai le temps, on fait un live encore pour répondre à ces gars-là. Merci beaucoup à vous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Salam alaikum à vous. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.